réveil, il est 8h. Votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. À 8h, le journal Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. Le permis de conduire devrait à présent coûter 30% moins cher, et ce grâce notamment à un entraînement sur simulateur. Christophe Castaner, accusé de jeter de l'huile sur le feu. Le ministre a parlé d'attaque de la Pitié-Salpêtrière. Les images montrent tout autre chose. Nous ferons le point dans un instant. Dans ce journal également, le football féminin séduit-il les Français? La question est posée alors que la liste des 23 a été dévoilée hier. Et puis le Royaume-Uni en haleine, les Britanniques se demandent si le Royal Baby de Meghan et Harry est déjà né. 8h12, Vincent Hervouette. Theresa May limoge son ministre de la Défense après des fuites sur le géant Huawei. À 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Florian Philippot, président des Patriotes, tête de liste aux élections européennes. Europe 1. C'était une promesse d'Emmanuel Macron à l'automne dernier. Un permis de conduire 30% moins cher. Il coûte actuellement en moyenne 1 800 €. Alors pour faire baisser son coût, le gouvernement mise notamment sur un forfait de 10 heures sur simulateur et 10 heures de conduite. Aude Vernuccio s'est rendu en région parisienne au Vésinet et à Sannois pour savoir ce que les auto-écoles en pensent. Cela fait plus de 10 ans que Christophe Joannet fait travailler ses élèves sur simulateur. Des cours plus économiques, 20 € de l'heure contre 54 en voiture, et moins stressant en début de formation. Le simulateur va lui expliquer comment démarrer, s'arrêter 3 fois de suite pour pouvoir valider l'exercice et passer à la suite. Et dès la première leçon en voiture, ils sont déjà capables de démarrer, passer les vitesses, rouler. Une méthode qui fonctionne, à condition d'avoir suffisamment d'heures de conduite en complément, d'après lui. La difficulté de la conduite, c'est surtout d'observer autour, d'analyser les dangers et de réagir correctement face aux situations. Certains élèves n'ont jamais touché une voiture, ont beaucoup de difficultés. On va dire que 1%, même pas de la population, est capable d'avoir son permis avec un forfait de 10 et 10. C'est-à-dire 10 heures de simulateur et 10 heures de conduite. Et pour ceux qui échouent à l'examen, le gouvernement veut faciliter la conduite supervisée avec un accompagnateur lambda. Seule condition qu'il ait plus de 5 ans d'expérience. Une mesure contre laquelle s'insurge Attika Boudrich de l'école de conduite française de Sannois. On prend une voiture double commande, un accompagnateur qui a son permis de conduire et on roule. Ça s'appelle du roule-ma-poule. Là, on parle de coût, mais on ne parle pas de sécurité routière. C'est le plus important. Avec ces mesures, cela pourrait même être possible dès 17 ans, tout comme l'obtention du permis. Mais il faudra bien attendre ses 18 ans pour pouvoir conduire seul. Aude Vernuccio. L'autre actualité, Sophie, c'est cette question. Que s'est-il passé à l'hôpital de la Salpêtrière en marge des manifestations du 1er mai? Alors on sait que des manifestants se sont introduits dans l'enceinte de l'hôpital parisien. Christophe Castaner a parlé d'attaque après la diffusion d'une vidéo. L'opposition, elle crie au mensonge et appelle à la démission du ministre de l'Intérieur. Chanel Petit, justement, vous étiez hier à la Salpêtrière pour Europe 1 et on va prendre le temps ce matin de refaire avec vous le film de ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a désormais plusieurs points de vue de la scène. Les médecins, les aides-soignants, les infirmiers sur place, les riverains. Et ce qu'ils décrivent ne ressemble pas du tout à une attaque, pour reprendre les mots de Christophe Castaner. Alors oui, des manifestants ont bien forcé une des entrées de l'hôpital. Il y a bien eu intrusion dans l'enceinte de l'établissement. On le voit d'ailleurs sur plusieurs vidéos tournées par des patients et du personnel. Mais ces manifestants cherchaient surtout visiblement à fuir les gaz lacrymogènes et les forces de l'ordre. Dans la précipitation, certains se sont réfugiés sur une passerelle, celle qui mène au service de réanimation. Ils ne le savaient sûrement pas, ils ont essayé de rentrer, mais le personnel a fait barrage. Non, là c'est la réa, non. Faites pas ça et ça va bien se passer, d'accord? Non mais... Allez, on ferme, Kenny. Allez, on rentre, on ferme tout là. On ferme. Faut pas rentrer là. Voilà, la scène dure moins de 2 minutes. Aucune agressivité de la part des manifestants, qui sont d'ailleurs rapidement évacués. Et Chanel, lorsque vous étiez à la Salpêtrière hier, dans le journal de 8h, vous nous parliez de matériel informatique qui avait été vandalisé. Oui, c'est ça, un vidéoprojecteur du service de chirurgie digestive qui a été arraché et volé mercredi après-midi. Sauf qu'on a appris hier que cela n'avait certainement aucun lien avec l'intrusion des manifestants. Les 32 gardes à vue ont d'ailleurs été levés. Merci Chanel Petit pour votre éclairage. Europe 1, il est 8h04. Dans 3 semaines maintenant, les élections européennes, Sophie. Et Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique, était en campagne hier à Bordeaux. À la peine dans les sondages, il a appelé ses partisans à faire mentir les pronostics. Stéphane Place a assisté au meeting pour Europe 1.
Raphaël Glucksmann est là, mesdames et messieurs. Porté par une musique poussée à fond, rejoignant la scène de ce théâtre bordelais devant un peu moins de 700 personnes, Raphaël Glucksmann n'est pas du genre à jouer les rockstars de la politique. Dès le début de son discours écrit d'une quarantaine de minutes, c'est à Montaigne que l'essayiste fait référence. Repères historiques, philosophiques, énoncés avec une décontraction qui plaît à l'assistance. Il nous parle comme si on était au café, entre copains. C'est pas un discours classique de politicien qui chauffe la salle. Je suis très contente qu'il ait rappelé qu'il était l'enfant spirituel de Montaigne. Décontracté, bien structuré. Pas de punchline, pas de phrase choc, mais une certitude pour Raphaël Glucksmann, sa remontada fera montir les sondages. Moi, je ne serai jamais un champion des punchlines. Est-ce que quand on sort de ce type d'exercice qui est un peu nouveau pour vous, il y a un kiff ou pas ? Ça veut dire quoi? Non, je rigole. Oui. Ce que j'aime, moi, c'est le contact humain. Donc, je préfère parler à une salle que parler devant une caméra ou devant un micro. Et moi, je crois réellement qu'on sera la surprise de cette élection. Nous voulons que la gauche renaisse et qu'elle l'emporte. C'est notre projet. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. Et concernant ces élections européennes, selon un sondage européen, La Tribune, réalisé par BVA Orange, l'écart se resserre entre La République En Marche et le Rassemblement National. Si le scrutin devait se tenir ce dimanche, ces partis recueilleraient respectivement 22 et 21%. Et dans 10 minutes, c'est Florian Philippot des Patriotes qui sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara. La série 13 Reasons Why, 13 raisons pourquoi, en littéral, a-t-elle poussé des jeunes au suicide? Oui, c'est une série très populaire diffusée sur Netflix dans laquelle une adolescente explique les raisons de son suicide. Dès le début de sa diffusion, il y a 2 ans, des médecins alertaient sur le risque qu'elle pouvait représenter pour des ados en difficulté. Mathieu Charrier, une étude scientifique vient de paraître et elle note une hausse sensible justement des jeunes chez des suicides chez les jeunes Américains. Et oui, cette étude montre qu'il y a eu un pic de suicide chez les Américains âgés de 10 à 17 ans dans le mois qui a suivi la diffusion de la série sur Netflix. Un pic important d'ailleurs, 195 morts supplémentaires, écrivent les chercheurs de l'Ohio. Ça fait une hausse de 29%, une surmortalité qui a surtout touché des garçons. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une étude qui dresse un constat. Impossible évidemment d'établir un lien direct. Les chercheurs notent simplement la corrélation. Et pour Xavier Pomereau, psychiatre à Bordeaux, spécialiste des adolescents en difficulté, une série ne peut pas à elle seule déclencher un suicide. Le suicide, c'est un phénomène extrêmement personnel qui s'inscrit dans l'histoire personnelle et familiale. Et c'est pas une série qui suffit à expliquer ce drame. J'ai en face de moi une jeune fille qui a vu toute cette série. Ça ne lui a pas donné envie de se suicider. Par contre, ça a pu lui donner des idées sur qu'est-ce qui se passe pour les entourages quand il y a eu un drame pareil. Ça mobilise des choses chez les gens. Et une autre étude avait quand même noté également une hausse de 19% des recherches liées au suicide sur Internet après la diffusion de la série. De son côté, Netflix affirme être en train d'analyser l'étude pour traiter le sujet de manière responsable, alors que la 3e saison de 13 Reasons Why est en préparation. Merci Mathieu Charrier. Avec la suite du journal et Sophie Tussaud, on est dans la dernière ligne droite avant le début du mondial féminin de football. Oui, on est à J-36 exactement. Hier soir, la liste des 23 a été dévoilée lors du 20h. Grande surprise. Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteuse du championnat féminin, n'a pas été retenue. Et c'est l'occasion justement de se poser plusieurs questions, notamment de savoir où en est l'organisation de la compétition et surtout quel est l'état des lieux du football féminin en France. Simon Rubin nous apporte les réponses. À un mois du mondial, plus de 720 000 billets ont déjà été vendus, la moitié des places, mais ce sont surtout les étrangers qui se mobilisent. Néerlandais, japonais, américains, au sein de l'organisation, on le concède, il y a un peu moins d'engouement de la part du public français et on prévoit déjà que certaines affiches ne feront pas le plein. On le voit d'ailleurs sur les derniers matchs des Bleus, les stades n'étaient pas remplis à 100%. En revanche, on avait rarement vu autant de médias internationaux et cette situation traduit l'état du foot féminin français. D'un côté, des clubs qui cartonnent, mais de l'autre, un engouement populaire qui tarde encore. Autre exemple, aujourd'hui on compte 165 000 licenciées féminines, en hausse constante depuis 20 ans, mais proportionnellement c'est 2 fois moins qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ceci dit, la France comble son retard, notre championnat est celui qui paye le mieux au monde, avec un salaire moyen de 3 000 €, loin des standards masculins évidemment, et on voit donc que ce mondial qui arrive révèle
les retards du foot féminin français, notamment ce manque de culture du sport féminin. Voilà pourquoi ce mondial est si important pour la fédération. Il pourrait faire définitivement décoller le football féminin en France, à la faveur d'un succès des Bleus évidemment. Simon Rubin du service des sports d'Europa, et le mondial s'ouvrira le 7 juin avec France-Corée du Sud. Bon, Sophie, si on doit choisir un mot pour définir en ce moment les Britanniques, c'est impatience. Oui, Pierre, et là on ne parle pas du Brexit, mais de la naissance du bébé royal de Harry et Meghan qui se fait attendre, et tout le pays est en effervescence. Anaïs Cordoba. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! We have a royal baby on the way! Dans les rues de Windsor, Tony Appleton, le célèbre crieur public habillé en costume d'époque, trépigne d'impatience en espérant l'annonce de la naissance. Moi, je pense que ce bébé est déjà né il y a 2 jours. Meghan aime bien nous faire attendre et après, elle va sûrement l'annoncer sur Instagram. Mais c'est comme ça, il faut respecter leurs décisions. Il n'est pas le seul à attendre. Suzanne, une touriste américaine, arrive de Philadelphie pour visiter Windsor et elle espère vraiment que la nouvelle tombera pendant son séjour. On adore la famille royale, donc c'est super pour nous d'avoir un lien désormais avec la monarchie britannique. J'espère que ce sera une fille et qu'elle s'appellera Diana. Diana est en tête chez certains bookmakers qui affichent aussi dans leur top 10 des prénoms américains. Ce qui ne plaît pas du tout à John, fan inconditionnel de la monarchie, qui déploie des banderoles de félicitations sur le trottoir. Garçon ou fille, nous ne voulons pas de nom américain. Il faudrait un prénom royal et britannique. Si c'est une fille, ce serait super qu'elle s'appelle Elisabeth, comme la reine. Les parieurs misent massivement sur une petite fille. À sa naissance, elle ou il sera 7e dans l'ordre de succession au trône. Windsor, Anaïs Cordoba, Europe 1.